Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Ancien Premier ministre, vous fondez une organisation non gouvernementale baptisée Leader pour la paix qui va organiser une grande conférence à Paris. On va en parler dans quelques instants. D'abord, j'avais envie de vous faire réagir sur l'actualité. Hier, cette manifestation du 1er mai qui dégénère avec un certain nombre de personnes arrêtées, plus de 100 personnes, mais surtout des affrontements violents en plein Paris. C'est la faute à qui? Au gouvernement? C'est plus compliqué que ça. C'est clairement quelque chose d'inacceptable. Parce qu'au fond, tout est possible dans ce pays. On peut être manifestant, on peut être protestataire, mais on ne peut pas être acteur de guerre civile. Oui. C'est de la guerre dans les attitudes qui sont engagées, le camouflage. Tout ça, c'est une attitude de guerre civile. On avait sous-dimensionné les moyens policiers ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut tenir compte du fait que ces mouvements d'extrême gauche qui sont bien identifiés, qui sont bien répertoriés, ont fait un progrès d'organisation. Je pense que des phénomènes comme les zadistes, tout ça, nourrissent cette forme d'action politique qui n'est plus de la protestation, qui est des actes de guerre. Et donc, clairement, il faut parler des choses très avec... Mais qui est responsable de ça, Jean-Pierre Raffarin? Les groupes en question. Oui. Le gouvernement, il est face à un terrorisme à l'extérieur, il est face à une forme de guérilla urbaine d'autre part, il essaie d'y répondre. Je note qu'il n'y a pas eu d'accident de personne. On n'a pas de mort, on n'a pas de blessés graves, je pense. Donc il y a là vraiment une attitude qui a été sans doute une bonne attitude, mais il est clair qu'il faut tenir compte de l'organisation aujourd'hui de ces groupes extrêmement violents. Le Premier ministre Édouard Philippe qui met en cause les discours radicaux, il vise peut-être certains discours dans l'extrême gauche, peut-être Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. Je pense que clairement, tous ceux qui appellent à la violence, quand on dit que la violence est légitime dans une démocratie, il est clair que tout ce discours excessif est un discours qui peut conduire au développement de la violence, en effet. Oui, mais même si l'opposition, dont vous faites partie, critique le gouvernement aujourd'hui, en disant que le gouvernement peut-être a laissé faire. L'opposition critique toujours un gouvernement, c'est la règle du jeu. Pour ceux qui ont été vraiment au pouvoir, on sait que c'est très difficile. Et quand on a comme ça des centaines de personnes qui ont l'intention de faire mal et probablement d'aller à l'extrême de la violence, il est clair que c'est pas simple. Il faut certes les maîtriser, mais il faut surtout éviter qu'il y ait des morts et qu'il y ait une guérilla qui dégénère. On va parler de la paix. Jean-Pierre Raffarin, je le disais, une organisation non gouvernementale Leader pour la paix qui va se réunir à Paris. La paix est menacée, par exemple, par la remise en cause de l'accord nucléaire avec l'Iran, le discours de Benyamin Netanyahou qui s'adresse à Donald Trump, et peut-être que Macron va devoir convaincre à la fois les Chinois et les Russes. Ça paraît bien difficile. La guerre est présente aujourd'hui partout. L'esprit de guerre est en train de se développer. Et on voit partout des situations qui sont liées soit au retour des États-puissances, l'Iran, la Turquie, on a vu avec la Russie et l'Ukraine, on a vu que l'imprévisibilité de M. Trump, on voit les ambitions de la Chine, on voit tout ceci dans un monde qui est extrêmement dangereux. Et puis, naturellement, il y a le terrorisme, et puis il y a toutes les crises qui sont devant nous, les migrations, le climat. Tout ceci rend le monde incertain et le monde très dangereux. Et donc, il faut développer l'esprit de paix. Alors, vous avez raison, sur l'Iran, c'est quelque chose de très dangereux qui est en train de se passer. On a accordé à l'Iran une perspective d'avenir, réintégrer la communauté internationale en échange de l'abandon de leur démarche nucléaire. Et donc, il peut y avoir des contestations, à nous de vérifier aussi tout ce qui se passe. Ce que dit Benyamin Netanyahou, par exemple, qui dit que c'est un accord de dupes, en fait, que les Iraniens continuent leur programme. Je pense que la guerre ne créera que très rarement la paix. Et quand on voit les interventions qui ont été faites en Irak en 2003, et je pense à Jacques Chirac à ce moment-là, quand je vois ce qui a été fait en Libye, la guerre ne crée pas la paix. Et donc ce n'est pas parce qu'on ira chercher l'Iran aujourd'hui qu'on créera dans la région ou ailleurs la paix. C'est le dialogue qui crée la paix. Et c'est le dialogue avec l'ennemi, c'est le dialogue avec l'adversaire. Donc il faut dialoguer avec l'Iran. Il faut dialoguer avec l'Iran. Il n'y a pas d'autre issue que la politique. Quelquefois, le militaire a pu faire croire qu'il était l'issue. Mais non, on le voit bien dans les interventions militaires. La guerre, l'action militaire, aujourd'hui, est quelquefois utilisée par des dirigeants qui veulent montrer ainsi leur capacité souveraine, mais qui, au fond, n'ont pas de solution politique. Mais si on intervient sans solution politique, on aggrave la situation. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron peut
proposer un accord élargi. Est-ce que c'est un pari jouable? Je pense qu'il est possible d'essayer de discuter pour trouver une voie d'évolution sur le long terme. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avancer dans la région sans une bonne volonté des Iraniens et sans un accord avec les Russes. Donc il faut pouvoir discuter. Et ce n'est pas la provocation verbale de M. Trump, ce ne sont pas les attitudes crispées qui nous feront déboucher sur l'esprit de paix. Aujourd'hui, ce qui manque dans le monde, et c'est ça l'objectif de Leaders pour la paix. Et on a réuni 25 leaders qui ont l'expérience, qui ont déjà traité des situations de crise extrême, et on va leur demander un peu d'ouverture pour essayer de trouver les voies de négociation pour éviter les crises émergentes, pour rendre les crises émergentes moins dangereuses. Parce que quand on a de l'expérience, quand on a des capacités d'analyse renforcées, tous en commun, on peut trouver des voies, on peut se donner une liberté que les dirigeants n'ont pas toujours. Parce que M. Trump, il ne pense pas toujours à la situation de l'Iran, il pense à ses électeurs. Que M. Poutine, il a besoin aussi de régler des problèmes intérieurs par son action extérieure. Donc, dans ce contexte-là, nous allons créer un groupe qui va avoir un peu plus de liberté. C'est une vingtaine de personnalités, on voit les visages d'ailleurs derrière nous. Ce sont des personnalités qui ont été donc aux affaires dans différents pays. Absolument, il y a Anthony Blinken qui était le bras droit d'Obama, il y a Alexander Orlov qui est en Russie, proche de Poutine, mais j'ai Kong Sheng qui est le chinois, j'ai 2 prix Nobel, j'ai 5 anciens premiers ministres, j'ai beaucoup de ministres des Affaires étrangères. Donc c'est un groupe de gens qui ont eu des responsabilités, qui savent parler, parce qu'il faut faire à la fois de l'influence sur les leaders, mais il faut faire aussi de la pédagogie sur l'opinion publique. Car si l'opinion publique n'a pas conscience de la dangerosité du monde, on ne déclenchera pas cet esprit de paix. Je vous prends un exemple. Regardez le nombre de livres qui sortent sur la guerre. Depuis toujours, Clausewitz et les autres, sur la stratégie de la guerre, la théorie de la guerre. Est-ce que vous avez beaucoup de livres sur la paix ? Oui. Vous voyez qu'il y a des écoles de guerre partout. Est-ce que vous avez une école dans le monde qui est une école de la paix? Comment apprendre la paix? Comment sortir d'une crise? Comment rebâtir la confiance? Mais donc, vous vous réunissez les 13, 14 et 15 mai. Vous allez remettre au président de la République un rapport, M. Vimont, ambassadeur de France, qui l'établit. Et avec toutes ces personnalités, vous allez dire quoi, au fond? On peut servir de médiateur? On peut déterminer les conflits de demain? On peut anticiper un certain nombre de conflits. Et donc, nous avons 2 missions. D'une part, expliquer un certain nombre de crises à l'opinion publique. C'est la stratégie de la pédagogie. Par exemple, on joue très gros sur la frontière entre la Libye et la Tunisie. Si ce qui se passe aujourd'hui en Libye vient contaminer la Tunisie, c'est non seulement la Tunisie qui est fragilisée, mais c'est toute l'Europe qui peut aujourd'hui basculer. La frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est un sujet dont on veut parler aussi, parce que le Mexique est en train de devenir une puissance du crime incroyable. 7000 assassinats l'année dernière, un peu plus même. Et puis on va parler du climat et de l'Asie. Donc on prend des crises opérationnelles, on va les analyser, on va essayer de donner sur ces un peu plus de liberté que ne le peuvent les ministres des Affaires étrangères, les autorités qui ont des feuilles de route qui sont extrêmement strictes. Nous, on aura un peu plus de liberté. On espère trouver un certain nombre d'initiatives. Donc, d'une part, on fera de la pédagogie sur l'opinion publique et d'autre part, on recommandera des chemins de réussite aux dirigeants. Oui. Donc on va voir Emmanuel Macron. On verra le plus difficile. C'est de convaincre des dirigeants. En l'occurrence, Emmanuel Macron, peut-être qu'il va attendre et recevoir votre rapport que vous allez lui remettre. Mais il y a des dirigeants, ça va être très difficile de les convaincre. Mais peut-être qu'on pourra le faire de manière un peu plus souple. On va aller voir M. Poutine, on verra M. Xi Jinping. On va aller voir un certain nombre de leaders. On va venir avec nos solutions. C'est une affaire qui est très difficile, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Un cercle de responsables qui connaissent la politique étrangère et qui veulent vraiment développer un esprit de paix et qui, au-dessus des intérêts nationaux, ont l'esprit supérieur de la paix. On espère que ce groupe-là, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'issues. Oui, si en revanche ça marche, ça veut dire qu'on peut trouver des voies pour pacifier le monde. C'est pas une forme de constat d'échec des organisations internationales existantes, des Nations Unies par exemple? Je pense que c'est une évolution qu'il nous faut avoir. Les Nations Unies, elles sont toujours importantes. Le multilatéralisme est très très important. On voit qu'il est aujourd'hui menacé. Emmanuel Macron a raison de le défendre. Mais il est clair qu'il faut sans doute trouver, avec la Société mondiale du digital, avec ça, il faut trouver d'autres formes plus rapides. C'est pour ça qu'un think tank, une ONG comme la nôtre, 25
5 personnes, ça peut se réunir rapidement, ça peut discuter rapidement. On est une sorte de laboratoire autonome, laboratoire indépendant, mais qui peut dégager rapidement des idées un peu nouvelles. La boîte à outils des crises, les groupes de contact, la nomination d'un expert, tout ceci a déjà été utilisé, les sanctions, et finalement... Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Il faut inventer de nouvelles voies pour la boîte à outils des crises et pour donner aux chefs d'État de nouvelles issues. Ça va être très difficile. Je me suis lancé là dans une affaire très très lourde. Oui. Mais j'ai confiance. On avait un premier défi, il fallait avoir un groupe de qualité. Ensuite, il fallait un bon rapport. Et Pierre Vimont a rédigé un rapport très intéressant avec beaucoup d'idées nouvelles. Maintenant, le 14 et le 15 mai, nous allons débattre ensemble de ce rapport. On va rencontrer les autorités françaises, le plus haut personnalité de l'État. On va remettre notre rapport au Parlement avec notamment un dîner au Sénat. On va avoir un certain nombre de contacts. J'espère que de toutes ces relations-là va y jaillir ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'esprit de paix. Ne pas chercher systématiquement la provocation. Ne pas chercher la radicalisation de l'adversaire. Prenons par exemple le cas de M. Orban en Hongrie. M. Orban a des attitudes qui ne sont pas européennes. Il faut l'exclure? Alors, il faut sans doute le sanctionner, mais il faut garder le dialogue avec lui. M. Orban, il veut toujours être européen. Il dit qu'il aime l'Europe, mais pas celle-là. Il y a beaucoup de citoyens en France qui aiment l'Europe, mais pas celle-là. Donc il faut faire en sorte que M. Orban revienne, si possible, sur un certain nombre de ses décisions, mais en même temps, il ne faut pas le repousser dans une radicalisation anti-européenne qui soit brutale et qui pourrait un jour être une position de rupture. Donc il faut trouver le dialogue dans le désaccord. Le dialogue est intéressant quand il a lieu dans le désaccord. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est compliqué, mais il faut vraiment... La guerre est menaçante partout dans le monde, il faut pouvoir faire exprimer des voix de paix. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin, donc fondateur de cette organisation, leader pour la paix, ancien Premier ministre, d'avoir été notre invité. Merci.